Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Biblio. Aujourd'hui, on se retrouve avec Joël Mastelic. On va parler d'innovation ouverte et comment ouvrir les barrières des entreprises. Tout un programme, je me réjouis. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Biblio. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau à Moxie à Sion, dans des belles chambres, quoi. Ouais, c'est un cadre idéal pour faire un podcast et on est accompagné d'une invitée de marque, Joël Mastelic. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Oui, alors je suis professeure à la HES de Sierre et je travaille dans l'Institut Entrepreneuriat et Management. On travaille dans le domaine du management de l'énergie et on fait beaucoup de projets de recherche. Ça, c'est pour la partie académique, mais je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle l'Energy Living Lab. Et dans cette association, on fait plutôt de l'accompagnement à la transition énergétique avec les acteurs du changement. On les aide, on met à disposition des moyens pour pouvoir les soutenir dans la transition énergétique. Ok. Petit disclaimer, je travaille dans l'équipe à Joël, je fais partie de son équipe, l'Energy Living Lab à la HESSO. Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir, et puis on fait des projets qui sont vraiment cool. Toujours autour de l'Open Innovation, donc c'est ça qui est assez intéressant aussi. Donc, deux experts ici aujourd'hui. Une experte et puis deux intervieweurs. Ouais, experte. On apprend toujours, c'est ça qui est important. Ouais. Oui, je pense qu'au fil des années, ça évolue aussi beaucoup. Donc finalement, ce champ de l'innovation ouverte, c'est pas quelque chose qui est statique. Et puis, on peut apprendre tous les jours dans les différents projets qu'on mène. Mm-hmm. Ah, ça, c'est sûr que l'évolution, on la voit souvent dans les podcasts. Des sujets qu'on a abordés il y a une année et demie, c'est quasiment déjà obsolète. Ça va vite, ça avance vite. Et puis, c'est un peu dans le monde dans lequel on évolue, c'est le monde complexe. L'Open Innovation, peut-être un petit point là-dessus avant de partir plus spécifiquement sur certains points. C'était intéressant quand j'ai lu un petit peu sur le sujet de l'histoire d'Open Innovation, qui est apparu à peu près dans les années 60, surtout dans le domaine de l'informatique, avec l'apparition des open source. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait des contributeurs externes, donc des flux de connaissances qui arrivaient externes, qui ont permis à faire débugger, par exemple, des sites web, etc., travailler sur justement des systèmes informatiques. Et c'était vraiment des externes passionnés par ça qui faisaient. Et puis, élément intéressant, il y a le premier jeu vidéo, Space World, qui est apparu via un programme open source et des passionnés qui ont travaillé dessus. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est dans les mœurs depuis de nombreuses années. Ça a apparu dans le domaine de l'informatique un petit peu, mais ça reste un sujet d'actualité et encore plus d'actualité. On l'a vu dans notre dernier podcast, Robin, sur les tendances 2022 avec la compétition. Et justement, ces gros challenges qui vont arriver sur le monde et qui sont déjà là sur le monde avec le challenge au niveau de l'éducation, comment on réadapte l'éducation, etc. Mais aussi au niveau climatique, donc avec l'urgence mondiale au niveau du réchauffement climatique. Donc c'est un peu dans le domaine qu'on est et on a Joël pour nous en parler. Peut-être tu veux nous donner on peut donner une petite définition de l'Open Innovation. Et après, on peut chacun échanger un peu dessus sur ce que ça représente. Donc là, j'ai pris une définition de Monsieur Chesbourg. Donc il y a un peu le pop de l'innovation ouverte. Ouais. C'est la personne qui est un peu reconnue sur le sujet et qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Tu vas aussi nous en parler un peu plus en détail. Donc l'Open Innovation, c'est un processus d'innovation distribué basé sur la gestion des flux de connaissances à travers les frontières organisationnelles, en utilisant des mécanismes pécuniaires et non pécuniaires, en accord avec le modèle d'entreprise de l'organisation. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai trouvé ça comme définition, j'ai dit waouh. Ça, c'est toujours la même chose. Tu cherches la définition, après tu cherches la définition de la définition. Donc, aide-nous un petit peu, Joël, qu'est-ce que c'est que cette définition de l'Open Innovation de ton point de vue ? Donc, pour moi, l'Open Innovation, c'est très simple. En fait, ça s'oppose à la Closed Innovation, l'innovation fermée qu'on développée au siècle passé en entreprise, une innovation technologique à l'interne de l'entreprise où finalement chacun développait ses propres produits, ses propres services et accorder une importance vraiment prépondérante à la propriété intellectuelle pour pouvoir protéger ces innovations.
Et donc, fermer un maximum l'entreprise et ses barrières et développer à l'interne, mettre de l'argent derrière la R&D à l'interne. Seulement, quel est le problème? C'est que finalement, les entreprises actuellement, elles doivent s'adapter à leur environnement. Puis c'est ce que vous avez mis en lumière avec les tendances 2022. Hein. Finalement, on doit réagir très vite, on doit changer, on doit être résilient, on doit s'adapter à un système complexe. Ça veut dire qu'on ne peut plus se baser seulement sur les ressources internes et on doit finalement ouvrir les barrières de l'entreprise au monde externe, être capable de faire rentrer des idées, des personnes, des entreprises, des brevets et de les faire sortir aussi. C'est vraiment ouvrir les barrières de l'entreprise au monde extérieur. Et ça, c'est un gros challenge, on va dire, dans les mœurs de beaucoup d'entreprises, etc. Comment on met en place de l'innovation ouverte en entreprise? C'est quoi le processus? Comment on aborde la chose au niveau des entreprises? La question est aussi peut-être, est-ce que alors toutes les entreprises peuvent faire l'open innovation? Peut-être il y a certains domaines qui sont peut-être pas forcément faits pour ça ou pas, ou est-ce qu'il y a des différences au niveau de ça? Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça a été plus évident et finalement des industries qui ont évolué très rapidement dans l'innovation ouverte. On voit par exemple dans les médias qui se sont complètement ouverts au monde extérieur avec des acquisitions, avec des développements externes. On voit aussi, tu l'as cité, hein, les jeux vidéo. On voit des industries qui changent très rapidement et qui ont besoin finalement de cet échange plus intense avec le monde extérieur. Après, il y a d'autres entreprises qui ont une culture de la technologie qui restent finalement fermées avec une protection de leur développement et puis qui est plus difficile à ouvrir. Dans l'énergie, gentiment, avec l'apparition de nouveaux acteurs, ils sont un petit peu obligés de s'adapter à ces gros changements de fond de la société. Mais on voit que ça prend beaucoup plus de temps que dans d'autres industries. Puis si on parle par exemple de l'armement, je ne suis pas du tout une experte, mais je me dis que peut-être qu'il y a une partie qu'ils aimeraient garder fermée et bien protégée de manière à sauvegarder des évolutions technologiques majeures qu'ils ne voudraient pas partager. Et je ne pense pas que c'est la prochaine industrie qui va utiliser l'innovation ouverte. Non, je ne pense pas non plus. Il y a quand même Elon Musk qui allait demander des missiles aux Russes une fois pour justement son projet SpaceX, exactement. Il a été demandé, est-ce que vous pouvez me fournir quelques missiles? C'est bizarre. Je pense que effectivement, c'est des domaines qui sont un peu plus spécifiques et qui a moins d'open innovation. Par rapport à l'énergie, donc tout ce domaine, tu peux peut-être plus nous en parler parce que tu es actif dans le domaine actuellement. Oui, dans le domaine de l'énergie, actuellement, on a les technologies pour avancer. Donc, on a des panneaux solaires, des éoliennes, des voitures électriques, hybrides, décriées en ce moment, mais ça, c'est une autre question. Et la problématique au niveau de l'innovation, c'est pas seulement l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation sociale. C'est comment est-ce que les personnes s'approprient ces innovations, comment elles passent du stade d'une invention au stade d'innovation, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées, appropriées et qu'il y a une forte pénétration dans la société. Et donc, finalement, on doit pouvoir tenir compte des pratiques des utilisateurs de manière à avoir une technologie qui réponde à un besoin et puis qui ne soit pas uniquement là comme un développement technique, mais qui soit vraiment utilisé au profit de la société. Ouais. Donc la société, elle est quand même à une certaine importance dans l'innovation, quoi. Ouais, la société, elle a une importance qui est prépondérante, mais j'aimerais pas donner l'idée aussi qu'on innove qu'avec ses clients. Parce qu'au siècle passé, je travaillais dans le FMCG en marketing, on avait une entreprise et ses clients. C'est-à-dire que c'était toujours une relation bilatérale, on développe avec les clients, on peut faire des études de marché, on va pousser des produits vers les clients et voir si c'est adopté ou pas. Mais l'idée de l'innovation ouverte, d'abord, c'est de l'élargir à ce binôme entreprise-client. Et puis, c'est aussi d'être capable de l'ouvrir aussi aux fournisseurs en amont, aux distributeurs en aval, aux partenaires. Vous avez parlé de la compétition dans les tendances de 2022. Finalement, on doit être capable de collaborer avec ses compétiteurs pour pouvoir innover. Donc, c'est vraiment pas une relation bilatérale. Et
c'est avec la société, oui, mais pas que avec la société. Puis Ouais. aussi, la grosse différence, c'est que si on fait, je donne des cours en études de marché, si on fait une étude de marché, on a fait un design, on a développé un produit, un service, on va voir ses clients, on va voir si ça répond oui ou non à un besoin. Donc, on est à la fin de la chaîne. Mhm. Et actuellement, on a une chaîne de valeur qui est en fait un cercle qui est cyclique. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'intégrer le feedback pour le design de produits et services. Ce n'est pas juste en bout de chaîne, tu aimes pas. Mais c'est de pouvoir redévelopper le produit, de faire de l'amélioration continue, de développer des nouvelles offres de valeur. Donc, le principe, c'est le Lean Startup, quoi. Exactement. Le modèle, quoi. Design Ça, thinking, ça m'a... si tu as expliqué ça, ça m'a rappelé de ça. le MVP, Ouais. par exemple. Ouais. Exactement, mais en fait, tout est lié. On a des mots-clés qu'on utilise et puis qui finalement sont adoptés en fonction des différentes disciplines avec des différents mots-clés. Mais c'est de tout la même chose. C'est-à-dire que le design thinking, on va parler d'un problème vers la solution. Ouais. On va vouloir aller de la théorie vers le terrain et faire des allers-retours de manière à être capable d'apprendre de ses erreurs. Et puis le lean, effectivement aussi, on a vraiment des boucles de rétroaction. C'est plus une chaîne de valeur, comme on l'a vu avec Porter, mais vraiment que finalement, on doit être capable d'apprendre des processus qu'on met en place. Et des processus d'innovation, ils sont vraiment pas du tout linéaires. On parle d'open innovation, c'est quand même dur à mettre en place. Pas tout le monde est ouvert à ça. Il faut beaucoup de formation, j'ai l'impression, pour ça. Est-ce qu'il y a quand même des éléments qui ne sont pas encore assez développés dans le domaine de l'open innovation pour vraiment pouvoir implémenter ça dans les organisations assez, pas facilement, mais de manière plus concrète? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la culture d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a vraiment envie d'évoluer et d'ouvrir les barrières ? On a des entreprises qui viennent vers notre institut et qui nous demandent du soutien pour innover. Les outils, il y en a une pléthore d'outils qu'on a cités avant dans différents domaines. Mais ce qui est vraiment important, c'est comment on fait pour faire changer la culture d'une entreprise. Et ça passe souvent par quelques individus qui ont entendu parler d'innovation ouverte, qui pratiquent peut-être le design thinking ou qui ont entendu parler de Living Lab et finalement qui vont transformer de l'intérieur leurs entreprises et puis qui sont des vrais intrapreneurs finalement, qui vont être capables de faire évoluer la culture de l'entreprise vers plus d'ouverture. Parce que si on imagine une entreprise fermée avec des barrières très importantes au niveau IP, comme on a travaillé avec le Centre européen de la recherche, ils ont vraiment des vraies barrières à l'entrée avec des gardes pour surveiller les entrées. Finalement, c'est très difficile de l'extérieur de venir dire « Ah, maintenant, ouvrez les barrières, collaborez avec l'extérieur ». Donc souvent, c'est une personne à l'interne qui est capable de faire évoluer la culture d'entreprise vers plus d'ouverture. Là, c'est des structures assez grandes, c'est souvent qui sont tellement au niveau des sécurités, tout ça, quoi. Donc, c'est plutôt des grandes structures où ça prend du temps pour bouger. On a parlé de ça avec 2-3 podcasts. C'est le changement, ou si on veut faire un changement à l'interne ou tout ça, c'est souvent des grandes structures qui ont la peine, justement, de faire assez vite, rapidement le changement, quoi. Un petit PME qui peut dire demain, aujourd'hui, on change ou on fait comme ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que dans le réseau thématique national sur la décarbonation de l'énergie, donc c'est un réseau d'acteurs en Suisse, financé par InnoSuisse, l'agence pour l'innovation en Suisse. Et nous, ce qu'on a vendu comme concept, c'est de dire que les grandes entreprises, c'est des grands bateaux qui ne tournent pas très rapidement, qui ne pivotent pas forcément rapidement. Et finalement, elles vont pouvoir bénéficier du savoir de plus petites structures. Alors, ça peut être des indépendants, ça peut être des startups, ou ça peut être des intrapreneurs qui vont être capables de les aider à pivoter parce qu'eux vont être plus rapides. Et donc, l'innovation ouverte, ça peut être faire sortir des brevets de l'entreprise vers d'autres entreprises ou d'acheter une start-up ou de financer les premiers achats d'une start-up de manière à la faire évoluer. Donc, un peu l'idée qu'on avait, c'est qu'effectivement, une grande entreprise ne va pas tourner plus aussi rapidement qu'une petite structure, forcément, parce qu'avec plus d'employés, si on parle de culture d'entreprise, c'est difficile de faire évoluer. Mais de s'aider de plus petites structures et d'ouvrir les barrières permet de faire ce pivot. Donc rentrer dans la collaboration, c'est avec ces petits PME ou startups même. Exactement.
qui sont finalement des compétiteurs un petit peu sur le marché à certains égards, enfin des plus petits, tailles différentes. Mais effectivement, peut-être c'est des parts du marché qui peuvent se battre, et s'ils collaborent ensemble, on peut aller répondre à des plus gros défis ensemble, je pense. Je pense que c'est complètement dans la société complexe comme on la connaît, avec des grands changements et des transitions, comme la transition énergétique. On a besoin finalement d'un écosystème très varié et riche, où finalement il y a une multitude d'acteurs qui sont décentralisés et qui collaborent, et qu'il faut être capable de coordonner d'une certaine manière pour pouvoir arriver à un but. Et il y en a certaines qui vont fonctionner et d'autres pas. Et par exemple, le Climate Kick, qui est une organisation européenne qui soutient finalement les initiatives pour la transition, ce qu'ils disent, c'est qu'on doit être capable de soutenir en fait tout un tas d'initiatives, puisqu'il n'y en a aucune d'elles qui toute seule va être capable de répondre au challenge. Donc, on doit pouvoir insuffler des ressources, des compétences à un réseau, à un écosystème, de manière à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et être capable de collaborer, de coordonner ces écosystèmes pour pouvoir trouver des solutions pérennes. Tu me donnes parfaitement la suite pour la question que j'ai envie de poser. Tu as parlé de coordonnées, etc. Et puis moi, quand on a préparé un petit peu le podcast avec Robin, j'étais sur un article sur le sujet de l'Open Innovation. Et puis un des axes de l'article, c'était vraiment, il faut maintenant des facilitateurs en innovation. Des gens qui vont accompagner les structures pour faire de l'innovation ouverte, etc. Tu as parlé aussi de Living Lab. Moi, évidemment, je sais ce que c'est. Mais est-ce que tu pourrais présenter ce qu'un Living Lab et justement ce rôle qu'a un Living Lab en tant que facilitateur, orchestrateur d'un réseau? Donc un Living Lab, c'est un intermédiaire d'innovation qui va être capable d'orchestrer un écosystème d'acteurs dans une région spécifique. Donc l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui va soutenir l'innovation et qui va porter les acteurs. Et le but, c'est de co-développer des produits et des services et des programmes avec ces acteurs, de les accompagner dans la transition, dans le changement, pour créer de la valeur positive pour la société, la shared value, si on veut utiliser les mots-clés qui sont actuellement utilisés en académique. Et donc le Living Lab, il est là vraiment comme un orchestrateur, comme un chef d'orchestre, comme un intermédiaire qui permet d'aider les structures à évoluer, puis aussi à collaborer entre elles, parce que si on parle de compétition, on a deux compétiteurs qui décident de collaborer. Donc, c'est pas évident. Et souvent, il faut des intermédiaires qui les mettent autour d'une table pour discuter. Qu'est-ce que la vision commune? Comment est-ce qu'on peut arriver à actionner cette vision? Qu'est-ce qu'on fait comme plan? Et finalement, la compétition, elle nécessite en fait des facilitateurs. Mais il n'y a pas que les Living Labs. On voit aussi qu'il y a toute une nouvelle forme d'organisation qui se met en place pour faciliter les échanges dans ces écosystèmes. On peut citer les Fab Labs, on peut citer les Makerspace, on peut citer les hubs d'innovation comme Impact Hub. Il y a tout un tas d'organismes qui sont là pour coordonner des écosystèmes locaux, les soutenir, mettre à disposition des ressources pour pouvoir transiter vers une société qui a un impact un peu moins négatif. Il y a du job. C'est ça. Pour ça, ils existent, quoi. Ouais, un vrai marché pour ça, quoi. Et tu as parlé aussi d'IP, donc l'intelligence, enfin la propriété intellectuelle, du coup. C'est comment on l'a fait dans l'Open Innovation? C'est compliqué aussi à le faire. Qui a eu l'idée, gérer tout ça? Est-ce que c'est bien développé? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine? C'est une question qui est vraiment centrale. Si on parle d'un point de vue éthique, quand on va chercher des idées vers l'extérieur, comment est-ce qu'on les rémunère? Est-ce qu'on les rémunère ou pas? Et puis, comment est-ce qu'on valorise ceux qui ont contribué? Est-ce que les personnes qui ont contribué vont continuer dans le projet ou pas? Donc, il y a tout un tas de questions qui sont soulevées d'un point de vue propriété intellectuelle. Donc, il y a des spécialistes maintenant qui travaillent sur cette question pour être capable de donner un cadre et justement de fournir un cadre légal. Parce qu'il faut savoir qu'une idée, on ne peut pas la breveter. On ne peut pas avoir un droit sur une idée. Par contre, dès qu'on arrive dans un prototype, là, on peut commencer à avoir de la propriété intellectuelle. Donc, avant d'arriver à un stade avancé de l'idée,
on ne va pas être capable de la protéger. Et c'est aussi pour ça que les entreprises ont des barrières. C'est parce qu'elles ont peur que les gens s'accaparent ces idées. Mais je dirais que autant l'idée est importante, autant les solutions, elles sont souvent déjà là. C'est comment est-ce qu'on mobilise ces idées de manière pratique et comment est-ce qu'on développe de l'excellence dans l'implémentation des idées qui est vraiment important. Et donc, la gestion de la propriété intellectuelle, oui, elle est importante au niveau du prototype, au niveau du produit, et puis la réflexion sur qui va avoir les droits, quel type de droits on va mettre à disposition, à quel moment on veut protéger, à quel moment on veut fermer. C'est compliqué, mais il y a des spécialistes de la question actuellement en Suisse. Et grâce à InnoSuisse qui évolue aussi dans la direction, grâce par exemple aux réseaux thématiques nationaux, on peut être capable de faire évoluer le cadre légal de manière à pouvoir intégrer ces questions. Je pense que c'est intéressant, comme ça se lie de nouveau, comme tu as dit, tout est lié par exemple avec le NTN, donc Innovation Booster, qu'on travaille dessus avec l'équipe à la HESSO dans le domaine de la décarbonation. Je trouve intéressant qu'on a eu l'explication d'InnoSuisse sur comment est né un petit peu ce nouvel instrument de financement, que le fait en fait c'était pour prendre plus de risques, aller plus vite sur le marché, voir ce qui se donne, les gens comment ils sont intéressés par l'option qu'on leur propose. Et ça c'est vraiment, je pense, une des clés, c'est être capable de prendre plus de risques, aller sur le marché, récolter de l'information. Et puis de nouveau, on avait fait un ou deux podcasts sur le sujet justement des MVP. Et puis c'est fou comme on peut être très créatif dans comment on va tester le marché, comment on va prendre des retours, inclure des gens dans le processus, etc. Ça, je pense qu'il y a vraiment des processus créatifs à créer encore. C'est-à-dire que l'innovation ouverte, elle est aussi là parce que les produits et services évoluent très rapidement. Le cycle de vie se raccourcit, ce qui veut dire qu'il faut être rapidement sur le marché. Donc, et c'est dans la phase de design qu'on peut implémenter le plus de changements. C'est-à-dire que pour s'adapter, être capable de répondre à un besoin, il faut être capable de bien comprendre le problème et donc d'être confronté le plus rapidement possible au marché. C'est pour ça que le minimum viable product, on est capable d'arriver avec et même si c'est du bootstrapping et puis que c'est pas le produit fini, c'est à ce stade-là qu'on doit aller le confronter parce que sinon, on va continuer à développer et je pense que sur le marché suisse, on a envie d'avoir des produits parfaits, mais s'ils répondent pas à un besoin, ça sert à quoi ? À rien. On perd du temps et des ressources finalement. Des Exactement. ressources, c'est ça. Temps, argent. Et puis connaissances aussi, donc motivation, etc. Ok, est-ce que tu as d'autres éléments à apporter, Robin ? Non. Et toi, de ton côté, Joël, tu as des éléments que tu veux mettre en avant dans le podcast, peut-être l'Energy Living Lab Association ou autre chose ? Oui, pour revenir à l'Energy Living Lab Association, ce que je trouve important, c'est tous les éléments qu'on a mentionnés, donc d'ouvrir les barrières, d'être capable d'intégrer les acteurs, mais c'est aussi d'intégrer les points de vue des autres dans notre développement. Et donc de changer l'écosystème. Selon le concept de nos collègues de Saint-Étienne, de la Cité du Design, je rends à César ce qui est à César. C'est que si on a trop d'ego sur notre solution, on ne va pas être capable d'ouvrir aux perspectives des autres et puis de changer dans le stade de design. Donc, c'est vraiment très important d'être capable en fait, d'avoir cette position basse comme en coaching, en facilitation, pour pouvoir s'ouvrir aux idées extérieures. Parce que Chesbrough, il le dit très bien, le Not Invented Here syndrome, ça n'a pas été inventé ici, donc c'est nul. Donc nous, on n'en veut pas, on a déjà testé, ça ne marche pas. C'est vraiment très important d'intégrer les perspectives des autres acteurs et pas seulement des clients finaux, mais de tout un écosystème d'acteurs et de ne pas avoir trop d'ego finalement et de ne pas tomber amoureux de sa solution. Hein. En tant que marketeur, souvent ça arrive. On tombe amoureux de sa solution et de son produit et puis on ne veut pas en changer. Et finalement, c'est ça qui va tuer les évolutions et l'ouverture. Ouais, c'est intéressant ça. Je pense que c'est pertinent. Puis ça va justement dans les tendances de demain et surtout des gros challenges qu'on va affronter. Je pense que c'est pertinent de parler d'open innovation. J'ai l'impression aussi que c'est des thématiques qui sont, en tout cas nous, quand on sort de la team académique, sont déjà un petit peu abordées avec le design thinking, etc. Mais je pense que l'aspect qui est clé dans l'open innovation, c'est vraiment inclure
aussi d'autres parties prenantes que le client final. Et ça, je pense, c'est une notion qui est assez pertinente parce que même quand on parle souvent de MVP, etc., on parle, OK, je vais aller voir mon client, il va me donner un feedback. Mais si on se dit que je veux aussi aller voir mon partenaire, mon fournisseur, et je lui montre le MVP, il pourra me donner des feedbacks sur comment on fait la supply chain, quel élément on peut changer, etc. Donc, je pense que c'est là qu'il y a une vraie valeur dans l'Open Innovation, c'est inclure et être prêt à inclure d'autres personnes, d'autres points de vue dans son business et dans son organisation. Ouais, je vais donner un exemple concret. J'ai des valeurs pro-environnementales, je veux réduire mon impact avec mes déchets. Et j'ai acheté un produit dans une grande chaîne de distribution qui remplace les gels douche, où finalement on a un contenant où on peut finalement mélanger une poudre avec de l'eau pour pouvoir fabriquer son propre produit de douche et puis finalement ne pas avoir besoin de chaque fois jeter la bouteille, faire des déchets plastiques, etc. Ouais. Moi, en tant que client final, je l'ai acheté, mais il a fallu un distributeur qui le mette en magasin, qui doit être convaincu. Ouais. Sinon, il ne va jamais être distribué avec des proportions qui soient suffisantes. Il y a dû y avoir des fournisseurs qui ont dû évoluer dans leur manière de produire des solutions, des matières premières pour pouvoir faire ce genre de produit. Il doit y avoir un contexte légal qui fait que ça peut être accepté. Et finalement, si tout ça réunit, ça doit satisfaire le client, mais il faut aussi que ça fonctionne avec des fournisseurs, avec une chaîne de distribution, avec un contexte légal, avec des règlements, etc. Donc, tenir compte que du client final, ça ne suffit pas pour pouvoir faire sortir un nouveau produit sur le marché aujourd'hui. Est-ce que tu as des pistes de lecture pour nos auditeurs sur l'Open Innovation, des livres à conseiller, des articles, des vidéos YouTube, des personnalités à suivre? Alors, vous pouvez suivre Enol, donc le réseau européen des Living Labs, enol.org, où il y a toute une communauté qui travaille dans l'innovation ouverte et les Living Labs. Sinon, les références, c'est bien sûr Henry Chesbrough, avec tous ses articles sur l'innovation ouverte, mais aussi Phoning Impel, qui travaille sur les lead users. Au niveau de... Voilà, il y a plein d'autres lectures en parallèle. Je pense que c'est un peu infini aujourd'hui, ces questions. Mais ça, c'est vraiment les références de base pour commencer dans le sujet. Yes. Merci. Et bien sûr... Biblio. Quand même. Merci. On dit un nouveau média indépendant. On a eu un podcast avant sur le journalisme. Et puis le fait que tout le monde peut devenir finalement des rédacteurs en chef. Et je voulais vous remercier pour ça parce qu'en fait, l'innovation ouverte, c'est de transmettre de la connaissance et de la faire avancer plus vite et disséminer. Et c'est ce que vous faites avec Biblio, donc bravo. Déjà 3 ans, félicitations. Merci beaucoup. Fêtez bientôt avec un petit gâteau. En plus, je crois qu'on est autour du 50e épisode. Là. Tu me prépares un petit gâteau alors, Robin? Je ne suis pas fort en fait. Mais je vais t'acheter une. Merci beaucoup, Joël, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir nous partager plus d'informations sur l'Open Innovation. On espère que ça va inspirer des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, des jeunes organisations qui vont mettre ça en place. Et puis oui, on a des beaux défis qu'on va devoir affronter dans les prochaines années. Et puis je pense que c'est un bon axe pour prendre en main les sujets avec l'Open Innovation. On a besoin de plus d'entrepreneurs dans la transition. Donc oui, je pense que toutes les bonnes âmes, les bonnes volontés, elles sont nécessaires. Merci. Super. Merci à vous. Et à la prochaine fois. Il faut qu'on dise où on est. Tu vois, c'est le marketeur qui parle et qui oublie. On doit dire sur quel canal on peut nous retrouver. Donc, on peut nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Onshore, mais aussi en format vidéo sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et bientôt TikTok parce qu'on va essayer de se lancer. Non, je rigole. C'est moi qui va devoir faire du coup. Mais merci à tous et bien sûr, merci aux Moxiations de nous accueillir pour cette série de podcasts. Merci beaucoup. Yes, merci et à la prochaine fois, quoi. Ciao, ciao. À bientôt.